Quand l'histoire bascule sans un bruit, êtes-vous prêt à écouter ce que révèle le silence? 10 octobre 2025. Sous le ciel noir du Sahel, un convoi s'avance, loin des projecteurs, aux abords de Ouagadougou. Pas de gyrophares, pas de journalistes. Seulement la rumeur grave de camions venus d'Asie, chargés de blindés et d'artillerie, filant vers le cœur du Burkina Faso. Mais ce déploiement cache plus qu'un simple transfert d'armes. Pour la première fois, l'achat entier a été réglé par les fonds propres du pays. Aucun crédit venu de Paris, aucune clause imposée depuis Washington ou Bruxelles. Ce convoi n'est plus une livraison comme une autre. C'est la signature d'une souveraineté reconquise, arrachée par l'effort, non offerte par la charité. Des décennies durant, le Burkina Faso et ses voisins ont attendu que d'autres tranchent à leur place, suspendus à des aides, à des promesses souvent vides. Cette nuit-là, sans un mot, l'ère de la dépendance se fissure. Ce n'est plus une faveur, mais un choix africain dicté par l'urgence de se défendre soi-même, et de ne plus attendre des secours qui ne viennent jamais. Ce moment n'est pas isolé. Il s'inscrit dans une longue tradition des peuples qui, un jour, décident de dire non à l'attente et à la résignation. On peut se rappeler des années 60, lorsque les nations africaines, une à une, ont arraché leur indépendance politique, souvent dans le sang, parfois dans la négociation. Mais ici, c'est une indépendance d'un genre nouveau, non plus seulement politique, mais aussi économique, militaire et psychologique. Les experts occidentaux murmurent à propos de pactes secrets, de nouvelles chaînes. Pourtant, dans la poussière du Sahel, beaucoup y voient une déclaration d'indépendance concrète. Pour la première fois, la force ne se crie pas, elle s'insinue dans le silence de ceux qui agissent. Ignorer ce basculement, c'est se condamner à l'aveuglement face à la nouvelle réalité africaine. Car désormais, la puissance, la liberté et la sécurité changent de main, au profit de ceux qui osent choisir leur chemin. Comment le Sahel en est-il arrivé à ce point de rupture? Et pourquoi d'aujourd'hui le silence devient-il sa plus redoutable arme? Pour comprendre cette métamorphose, il faut remonter aux années d'attente et de frustration qui ont précédé. Chaque décision imposée de l'extérieur a préparé, sans le savoir, la naissance de cette nouvelle doctrine. Combien de temps peut-on attendre d'être sauvé par d'autres? Cette question n'a jamais cessé de hanter le Sahel. Du Burkina Faso au Mali, en passant par le Niger, l'histoire récente s'est construite dans l'attente. L'aide de Paris, de Bruxelles, de Washington, toujours espérée, jamais garantie. On se souvient par exemple de 2013, lorsque la France a lancé l'opération Serval pour repousser les groupes armés du nord du Mali. L'opération a été saluée au début, mais très vite les populations locales ont ressenti une dépendance croissante, un sentiment d'assistanat qui a fini par étouffer les initiatives locales. Des chefs de village racontaient comment il fallait écrire des lettres, attendre des réunions interminables, espérer qu'un général étranger veuille bien prêter attention à leur détresse. Mais l'addition est lourde. À chaque crise, les réponses arrivent tard, mal calibrées ou assorties de conditions qui minent la souveraineté locale. Parfois, elles ne viennent même pas. L'attente a laissé des villages sans défense, transformé l'espoir en dépendance et gravé dans la mémoire collective l'idée qu'on ne se sauve pas soi-même. Prenez l'exemple du village de Koutougou, au nord du Burkina Faso. En 2019, il a été attaqué par des groupes armés. L'aide internationale était attendue. Elle n'est jamais arrivée à temps. Des témoins racontent comment, ce soir-là, ils ont compris que personne ne viendrait les sauver. Cette prise de conscience a été un choc, mais aussi un tournant psychologique. Pourtant, une mutation silencieuse s'opère. Au Burkina Faso, un nom surgit, Ibrahim Traoré. Capitaine devenu chef d'État, il refuse l'attentisme. En 2024, il crée le Fonds national de souveraineté, alimenté par l'or burkinabé, destiné à financer la sécurité sans recours au financement étranger. Ce fonds ne se limite pas à acheter des armes. Il finance aussi la formation des troupes, la construction de bases, la modernisation des systèmes de communication. Cette diversification rappelle la révolution du Ghana sous Kwame Nkrumah, qui avait lancé le premier barrage d'Akosombo sans capitaux étrangers. Un acte d'audace pour l'époque. La rupture se cristallise la nuit du 10 octobre 2025. Un convoi d'armement chinois traverse le pays, sans annonce, sans fanfare. Artillerie, blindés, système de coordination. Pour la première fois, ces équipements ne sont ni offerts, ni prêtés, mais achetés avec les ressources nationales. L'or du Burkina Faso cesse de rembourser des dettes et commence à acheter la capacité de se défendre. C'est l'émergence d'une doctrine de nécessité. Ici, agir n'est plus un choix idéologique. Attendre est devenu plus dangereux que risquer l'isolement. Renoncer à la dépendance n'est plus une option, mais une question de survie.
Chaque jour d'attente expose le pays à la ruine, à l'humiliation, au risque de disparaître. Ce pari pour l'autonomie change la définition même de la puissance. Désormais, ce n'est plus la peur de froisser l'Occident qui dicte les choix, mais la peur de ne plus exister. Le Sahel parie sur sa discipline, son unité et une responsabilité éthique retrouvée. Mais la rupture n'est pas sans péril. Cette souveraineté, conquise de haute lutte, peut-elle tenir sans laisser place à une nouvelle dépendance, venue d'ailleurs? Le choc du 10 octobre n'est qu'un début. L'alliance des États du Sahel se trouve à un carrefour. L'autonomie nouvellement acquise tiendra-t-elle face aux tempêtes à venir? Liberté ou illusion? Lorsqu'on brise une chaîne, n'en fabrique-t-on pas une autre, plus invisible encore? Depuis des générations, l'Afrique s'est vue condamnée à l'attente, demander, espérer, dépendre de la générosité d'autrui, mendier sa souveraineté comme on mendie l'aumône. Mais ce 10 octobre de l'an 2025, dans la poussière silencieuse du Sahel, l'attente a pris fin. Ce n'était ni une cérémonie, ni une déclaration solennelle. Plutôt un sursaut, né du besoin vital de ne plus subir. À l'ouest, les regards se sont aussitôt tournés vers la Chine. D'innombrables experts ont dénoncé la multiplication des blindés et lance-roquettes, soupçonnant une nouvelle mainmise étrangère. Pourtant, la vraie question n'est pas l'origine des armes, mais celle du pouvoir. Qui décide et pour qui? C'est dans ce tumulte qu'est née l'Alliance des États du Sahel. 3 pays, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, unis par la même désillusion face aux promesses creuses de l'Occident. Leur pacte n'est pas une soumission à une tutelle orientale, mais une invention. Doctrine commune, défense partagée, respect équitable, sans hiérarchie dictée de l'extérieur. Pour la première fois, stratégie, formation et gestion des ressources échappent aux capitales étrangères. Les ordres ne viennent plus de Paris, de Bruxelles ou de Washington. Ce sont désormais les capitaines du Sahel qui décident, qui commandent, qui forment et qui assument la charge de leur choix. L'indépendance ne se réduit plus à un drapeau, mais se mesure à la liberté d'agir, sans attendre la permission d'ailleurs. Mais la question ronge, la dépendance a-t-elle vraiment disparu? Qu'importe le fournisseur, chinois, russe ou occidental, l'essentiel, c'est de savoir qui détient la clé de l'usage. La servitude ne commence pas à la frontière, mais dans la salle où l'on tranche. S'armer ne suffit pas à se libérer, se gouverner, oui. L'enjeu demeure colossal. Si l'alliance échoue, si elle vacille, tout retour en arrière signifierait l'ingérence, la division, la perte de l'autonomie politique et économique. Le Sahel redeviendrait un terrain de jeu, où d'autres déplacent les pièces, où la sécurité s'achète au prix de nouvelles chaînes. Avoir le pouvoir de se défendre n'est rien sans la sagesse de l'exercer. L'histoire fourmille d'exemples où la force, livrée à elle-même, s'est changée en tyrannie. L'AES saura-t-elle déjouer ce piège ou tombera-t-elle à son tour? Regardons l'exemple du Zaïre dans les années 70. Après l'indépendance, le pays avait réussi à acquérir des équipements militaires modernes, mais la gestion centralisée et le manque de contrôle populaire ont mené à la dérive autoritaire. La force s'est retournée contre le peuple. Voilà le danger qui guette chaque révolution mal canalisée. À l'aube de cette nouvelle ère, le Sahel doit prouver que l'indépendance n'est pas qu'un mot, mais un acte continu. Le vrai test commence maintenant. Le vrai défi commence après l'indépendance. Comment conquérir la maîtrise de soi et pas seulement celle des armes? Une fois les moteurs éteints, une incertitude nouvelle s'installe. La force ne suffit plus, il faut mériter la confiance du peuple et le respect du monde. Dans ce chapitre inédit, chaque geste pèse plus lourd que tout l'acier des blindés. Prenons l'exemple du Botswana, qui après l'indépendance a bâti une administration solide et transparente, misant sur l'éducation et la bonne gouvernance, ce qui lui a permis de préserver la paix et la stabilité face à ses voisins plus instables. S'inspirer de ce genre de réussite exige patience, humilité et innovation. L'Alliance des États du Sahel a donc créé un conseil d'accomptabilité. Sa mission? Garantir la transparence, surveiller le commandement et instaurer une discipline intransigeante. Désormais, les décisions militaires ou politiques passent entre les mains d'un conseil mixte, formé d'élus civils et d'officiers, mais la vigilance va plus loin. Pour la première fois, tous les soldats suivent une formation commune aux droits humanitaires. Les progrès sont frappants. En moins de 12 mois, les signalements d'abus envers les civils ont été divisés par 2. Ce n'est plus une simple statistique, c'est un message adressé au monde. Ici, la force protège, elle ne domine plus. Pourtant, chaque mouvement sur la scène internationale est observé, interprété, parfois manipulé. Une erreur, un village négligé, une bavure, un secret dévoilé, suffirait à effacer des années d'efforts,
ramenant la suspicion et l'isolement. Le prix de la légitimité reste fragile. Il existe désormais un second front, la bataille de la légitimité morale. La puissance ne se mesure plus en chars, mais en capacité à servir la population et à respecter ses droits. Les chefs militaires doivent rendre compte publiquement, répondre à la presse locale, parfois plus tranchante que les médias étrangers. Cet équilibre reste précaire. À tout moment, la confiance du peuple peut s'effriter. Une tentation autoritaire ou un soupçon de répression suffirait à tout briser, risquant de ramener le Sahel à ses vieux démons. Pourtant, la route vers la responsabilité ne fait que s'ouvrir. L'avenir reste en suspens. Cette expérience peut-elle vraiment transformer le destin du continent ? Ou ne s'agit-il que d'une parenthèse avant de nouveaux orages ? Tout se joue désormais dans l'ombre des victoires. La souveraineté acquise survivra-t-elle à l'épreuve du quotidien ou s'effritera-t-elle sous la pression des vieux réflexes et des nouveaux risques ? Et si la vraie souveraineté débutait par bâtir et non par s'armer ? Depuis la nuit du 10 octobre 2025, le Sahel se transforme en silence. Désormais, la puissance se mesure à la capacité d'un peuple à façonner son avenir, pierre après pierre. Les fonds souverains de l'Alliance des États du Sahel irriguent chaque recoin du territoire. Là où il n'y avait que ruines, s'élèvent aujourd'hui des écoles. Des routes neuves relient enfin les villages oubliés. L'électricité éclaire les marchés jusque tard, prolongeant la vie, l'espoir. Ces investissements sont nés des terres africaines, contrôlées par des mains africaines, pour répondre aux besoins africains. Prenons l'exemple du projet pilote de Saponé, au sud de Ouagadougou. Grâce à un financement direct du fonds souverain, une école et un dispensaire ont été construits en moins de 18 mois. Les enseignants formés localement ont mis en place des programmes adaptés au contexte rural. Une coopérative agricole, montée par des jeunes du village, a permis d'augmenter la production de coton et d'arachide, stimulant toute l'économie locale. Les ingénieurs ne partent plus se former à Paris ou à Pékin. Ils naissent désormais à Ouagadougou, Niamey, Bamako. Ils innovent, réparent, construisent sans attendre l'expertise étrangère. Ce transfert patient du savoir libère les économies des chaînes invisibles de la dépendance technique. Dans les centres de formation, une nouvelle génération apprend à piloter les systèmes de défense, mais aussi à gérer l'économie. Car la sécurité ne se limite plus à la dissuasion militaire. Elle englobe le commerce, la santé, l'éducation, la maîtrise des ressources. Éduquer, planifier, protéger, voilà les nouveaux actes souverains. La doctrine de dissuasion, autrefois synonyme de peur, devient philosophie du progrès. Défendre le territoire, c'est bâtir l'avenir. Chaque usine locale, chaque salle de classe, chaque pont jeté entre deux villages est une déclaration d'indépendance renouvelée. Le changement est palpable. Les marchés débordent de produits locaux. La jeunesse retrouve un sentiment d'appartenance. Les écoles accueillent de plus en plus d'élèves, fiers de réciter une histoire où l'Afrique devient actrice. Ici, la souveraineté n'est plus un mot sur un papier. Elle se vit chaque jour, à chaque carrefour, dans chaque foyer. Pour illustrer ce phénomène, il suffit d'assister à la foire de Bamako où les produits locaux, coton, bijoux, objets artisanaux, remplaçaient autrefois des marchandises importées. Aujourd'hui, les commerçants affichent avec fierté les étiquettes fabriquées au Sahel. Les recettes fiscales de ces marchés alimentent les budgets municipaux, soutenant des projets communautaires. Mais l'enjeu dépasse désormais le Sahel. Ce modèle peut ouvrir à l'Afrique la voie d'une prospérité contagieuse, ou ramener la résignation si la promesse s'effondre. Le continent retient son souffle, suspendu à cette renaissance fragile. Pourtant, même les plus belles révolutions portent en elles des failles. L'ombre des anciennes dépendances rôde toujours, prête à reprendre racine à la moindre hésitation. Les experts mettent en garde, la diversification des partenariats est essentielle. Il ne s'agit pas de remplacer une tutelle par une autre. L'exemple éthiopien, avec la construction du grand barrage de la Renaissance financé en partie par des obligations nationales, montre que l'autonomie est possible si elle s'accompagne d'une gestion rigoureuse et d'une participation populaire. La vigilance citoyenne doit rester constante. Les radios communautaires jouent un rôle crucial. Elles informent, débattent, surveillant les promesses des dirigeants. Les ONG locales, souvent fondées par d'anciens étudiants revenus au pays, évaluent l'impact des investissements, publiant des rapports, alertent sur les dérives. Quand une histoire se murmure dans la nuit, c'est à nous de la porter à voix haute. Ce 10 octobre 2025, sans un mot officiel, sans éclat ni tapage, le Sahel a franchi une frontière invisible. Sous la lumière discrète de ses convictions, il a préféré l'action au discours et le choix à l'attente.
Le convoi qui a traversé l'obscurité n'était pas un simple transfert de matériel. Il annonçait une rupture, l'abandon du réflexe de l'aide venue d'ailleurs, le refus d'une souveraineté sous condition. L'Alliance des États du Sahel s'est dotée, ce soir-là, d'une détermination nouvelle, forgée dans l'urgence d'exister par elle-même. Ce geste n'était pas seulement militaire, il engageait une vision, celle d'un continent qui ne se contente plus d'être le théâtre des décisions des autres. Attendre, c'était accepter l'effacement. Dépendre, c'était risquer l'oubli. Agir, enfin, c'était honorer la promesse faite aux générations à venir. La portée de cette nuit ne se mesure pas à la taille d'un arsenal. Elle se mesure à l'audace de refuser l'invisibilité, à la volonté de bâtir une autonomie réelle, pierre après pierre, par la discipline et l'entraide. L'AES n'a pas simplement signé un acte. Elle a ouvert un cycle où la souveraineté n'est plus un mot, mais un engagement quotidien. Raconter ce basculement n'est pas céder au spectaculaire. C'est nommer ce qui dérange, la main qui récupère son destin, la voix qui se relève sans bruit. Si nous taisons ce qui s'est joué cette nuit-là, d'autres écriront l'histoire à notre place, peut-être sans en saisir la gravité. Ne laissons pas l'histoire du Sahel être racontée par d'autres, figée dans des récits extérieurs. Diffusez-la, débattez-en, interrogez les versions officielles. Ce qui se joue aujourd'hui dessine l'avenir de la richesse, de la sécurité et de l'image d'un continent entier. Au fond, chaque silence recèle un message. Cette nuit-là, le Sahel affirmait simplement « Nous sommes là, prêts à écrire la suite ». Et si ce n'était, au fond, que l'aube d'une renaissance africaine dont nul ne peut encore mesurer la puissance, la suite, elle s'écrira dans l'action quotidienne. Les prochaines étapes sont claires: investir dans l'éducation, renforcer l'état de droit, soutenir l'entrepreneuriat local et encourager la coopération régionale. Chaque citoyen, chaque village, chaque ville peut y prendre part à travers l'engagement civique, la participation aux élections, la création d'initiatives locales. Car la souveraineté ne se décrète pas une fois pour toutes. Elle se construit, se défend, se renouvelle à chaque génération. Les défis sont immenses, le climat, la pauvreté, l'exode rural, la pression démographique. Mais l'histoire du Sahel nous rappelle que même dans la nuit la plus noire, une décision silencieuse peut tout changer. À ceux qui doutent, rappelez-vous l'exemple du Rwanda, sorti de l'abîme du génocide pour bâtir une société résiliente grâce à la volonté collective et à l'investissement dans la santé, l'éducation, la réconciliation. Rien n'est impossible quand une nation choisit de se prendre en main. La question n'est donc plus de savoir qui viendra aider, mais qui aura le courage d'avancer, même dans le silence. Le Sahel, désormais, est prêt à montrer la voie. Et vous, serez-vous prêt à écouter ce que révèle le silence de ceux qui construisent, loin du vacarme des vieilles puissances ?